Jules Charles Ernest Billaudot, plus connu sous le nom du mage Edmond, reste cependant méconnu de nos jours au XXIe siècle, alors qu'en son temps, au XIXe siècle, malgré sa très très grande discrétion, était un homme très connu. Dans ce deuxième volet, nous allons poser un regard sur la carrière d'Edmond et son évolution dans ce siècle si particulier qu'est le XIXe. Le contexte social et politique de cette époque est très tourmenté. Paris vit plusieurs révolutions, réprimées dans des bains de sang effroyables, ce qui doit faire peur au petit Ernest lorsqu'il arrive à Paris autour de ses 18 ans. Dans son livret édité en 1856, qui s'appelle « À tout le monde », il écrit ceci: « Il m'a fallu dompter et combattre à l'âge de 18 ans ma timidité naturelle, mon caractère mélancolique et mon humeur sauvage qui me faisait préférer l'obscurité d'un antre où mon imaginaire pouvait s'exalter en paix au bruit assourdissant des grandes villes. » Comme nous avons vu dans le premier volet, c'est Edmond lui-même qui nous indique qu'il est arrivé en ville à l'âge de 18 ans. Depuis son arrivée en 1847 dans la capitale, Edmond va vivre successivement la fin de la monarchie de Juillet et la fameuse boucherie de juin 48 qui fit plus de 5000 morts à Paris, l'élection du premier président de la République française, Louis-Napoléon, pour un mandat non renouvelable de 4 ans. Il tente de réviser la Constitution pour pouvoir se représenter à nouveau. C'est un échec. En décembre 51, il dissout l'Assemblée nationale et fait donc son coup d'État. L'exil de Victor Hugo, après avoir accusé Napoléon de haute trahison, Paris se soulève de nouveau et c'est encore une fois un bain de sang. Janvier 52, Napoléon fait allonger son mandat présidentiel à 10 ans. Et comme ce n'est pas suffisant pour lui, fin de la même année, il se fait sacrer empereur, en prenant le nom de son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte le troisième. Il met ainsi fin à la République. Juillet 1870, Napoléon Bonaparte le troisième déclare la guerre à la Prusse. Le 2 septembre de la même année, il est fait prisonnier. Le 4 septembre de la même année, les Républicains et Léon Gambetta déclarent la 4e République française. Le 20 septembre toujours de la même année, Paris est assiégé par la Prusse jusqu'à fin janvier 71. En mars de la même année commence l'événement que l'on appelle la Commune. Rien que dans l'année 1871, l'estimation basse indique 90 000 morts à Paris. Comment le petit Ernest, se sentant appelé par la vocation, est devenu, en quelques années à peine, le plus grand sorcier du XIXe siècle. Sorcier étant le nom donné aux nécromanciens et aux personnes pratiquant les arts occultes et de la voyance. À propos de sa foi et de l'appel viscéral qu'il ressentit, je le cite toujours dans son livret « À tout le monde », tous mes vœux se bornent à remplir la mission qui m'a été donnée, celle de tenir le flambeau divin de la révélation. Élevé dans la foi chrétienne, mon éducation n'était qu'ébauchée, lorsque toutes mes facultés furent envahies, absorbées par la science de la divination.
J'ai lutté vraiment, et j'ai fini par accepter la tâche qui m'était imposée. Dans son ouvrage L'urne du destin, écrit 2 ans plus tôt, il dit ceci, je le cite: « Le goût que j'eus dès mon enfance pour la divination et les progrès rapides que je fis dans cet art me valut le titre d'habile nécromancien. Jaloux de l'acquérir, je ne m'étais occupé longtemps que des découvertes relatives à ces sciences et, jaloux de le conserver, j'ai fait jusqu'à ce jour de la cartomancie et de l'astrologie presque mon unique occupation. Ce goût, ou plutôt cette passion pour des sciences futiles en apparence, et pourtant si sublimes puisqu'elles ont pour objet le bonheur des hommes, me fit arriver à un but certain après avoir surmonté bien des obstacles. » À travers ces quelques lignes qu'il écrit dans son livre à l'âge de 25 ans, Edmond nous dit que la seule occupation qu'il ait eue depuis son enfance jusqu'à ce jour, c'est l'étude des sciences occultes. Nous avons ici un premier portrait d'Edmond jeune homme qui nous dit être timide, d'humeur sauvage, aimer la solitude et l'étude où il s'exalte. Enfin, il nous dit ne pas aimer la ville qu'il trouve trop bruyante et assourdissante. La foi qu'il a en Dieu, il la met entièrement au service de son travail, dont l'objet est le bonheur des hommes. En plus d'avoir le sens de la famille, puisque nous avons vu dans le premier volet qu'Edmond, toute sa vie, subviendra aux besoins de sa mère et de ses 2 sœurs avec leurs enfants, il est également altruiste avec son prochain. Bien qu'il préfère l'obscurité, sa sensibilité rend sa foi plus active. Edmond semble être un jeune homme pur et sincère. J'ose à peine imaginer le bouleversement, le chaos intérieur qu'il doit vivre en arrivant à Paris, en étant le témoin de son époque tellement odieuse et douloureuse, lui qui vécut toute son enfance auprès des arbres, dans les forêts de Lyon. Le 19e siècle, celui d'Edmond, est également le siècle du spiritisme, du magnétisme, du somnambulisme, c'est-à-dire les débuts de l'hypnose et des états de conscience modifiés. Le 19e siècle est également le siècle des sciences, celui dit des Lumières, celui qui tue la spiritualité, la religion et Dieu, qu'il compare à de la superstition. C'est le siècle qui, au nom de la science, cette science qu'il voit comme un progrès, une ouverture sur l'avenir, enterre définitivement tout le savoir des anciens. C'est dans un article du Petit Journal d'août 1865, signé Timothée Trim, que nous apprenons les débuts d'Edmond. Je le cite. « Il y a une 12aine d'années, un soldat licencié flânait sur la place de la Bastille. Une foule entourait un magicien qui faisait ainsi l'annonce ordinaire. « Messieurs et mesdames, en regardant le costume que je porte, vous vous êtes dit sans doute que j'étais français. Vous ne vous êtes point trompé, et je chercherai en vain à vous le dissimuler. Mais si j'appartiens à la vieille Europe par la naissance, j'ai puisé la science dans mes voyages. Profondément versé dans la chiromancie, je puis dévoiler à vos yeux l'avenir le plus obscur. Je dis le mal comme le bien, le bon comme le malheur, le noir et le blanc. Voici des prospectus qui indiquent mon cabinet de consultation chez le marchand de vin du coin. Vous pouvez venir voir si je dis la vérité, si je ne mets pas le doigt sur la plaie douloureuse, si je ne dis pas les joies et les chagrins que vous avez éprouvés. Entrez hardiment dans le cercle et, devant l'honorable société qui m'environne, traitez-moi d'ignare, de fourbe, de propre à rien. Déchirez mon imprimé, je l'aurais mérité. Mais si au contraire j'ai frappé juste, faites-en l'aveu à vos amis et connaissances. C'est un service que vous leur rendrez. »
car un conseil peut souvent empêcher les procès, la ruine et le déshonneur. Voulant faire profiter mes concitoyens des faibles talents que j'ai, reçus de la nature avant mon départ pour l'Italie, où je suis impatiemment attendu, j'ai mis le prix du petit jeu à 10 centimes 2 sous et le grand jeu à 1 franc au lieu de 100 sous qu'on m'a toujours payé. Allons messieurs, pour 2 sous, on n'a pas une maison de campagne, pas même une maison en ville. Pour 2 sous, vous n'achetez pas du mobilier et vous ne mènerez pas vos femmes à l'opéra. 2 sous, pour entendre l'avenir, c'était dans les moyens du soldat licencié. Il entra chez le marchand de vin. Mais soit que le sorcier eût trop donné de consultations, soit que le sujet fût plus rebelle. Il arriva que le devin se sentit malade. « Voulez-vous que je vous remplace sur place ?» dit le militaire. « Vous ? Moi-même ? Dire la bonne aventure, ce ne doit pas être très malin. » Et voilà mon homme qui se présente dans le cercle et dit, sans apprentissage, sans conférence préalable avec le diable, des vérités aux garçons et aux fillettes. De ce jour, le soldat se fit Dieu, Dieu des sciences occultes. Il se posa en lecteur des chaos de l'avenir et acquit en peu de temps une grande popularité. Il s'appelait Edmond. Le carrefour fut la première phase de son élévation à la qualité d'oracle. La seconde date fut la prise de possession du kiosque du destin à Mabille et de l'antre de Cassius à Valentino. Là, il mit philanthropiquement l'art divinatoire à la portée de tout le monde. Il levait le voile de l'avenir dans les prix doux. Il avait un grand cornet qui correspondait de la bouche à l'oreille de la consultante, placée très loin. La consultation était gratuite. Seulement, il donnait 50 centimes pour son domestique. Il eut des soirs où le domestique recevait 100 écus en pièces de 10 sous. Ces soirs-là, c'est lui qui donnait des appointements à son maître. On prétend qu'une écervelée du bal Mabille quitta les quadrilles de Pilodo pour les planches d'un théâtre, puis le théâtre même pour épouser un grand seigneur. On affirme que le sorcier Edmond lui avait prédit moyennant 1 franc 50 centimes cette rapide élévation, et que la dame, en reconnaissance de ses bonnes prophéties, fit sa réputation dans les hautes sphères. Qu'en est-il qu'Edmond quitta l'hôtel garni qu'il occupait. Il se logea d'abord faubourg Saint-Honoré, puis rue Fontaine-Saint-Georges, et ne donna pas de consultation à moins d'une pièce d'or. Dans cet article, nous apprenons que Edmond venait de se faire licencier de son service militaire. On peut donc supposer que la scène se situe entre l'été 50, au moment du décès de son père, et l'année 52, lorsqu'il vend la maison qu'il a héritée avec ses sœurs. D'ailleurs, un journaliste du Figaro l'interrogera 20 ans plus tard au sujet de son service militaire. Il dira bien qu'il ne l'a pas fait. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, les débuts d'Edmond. Nous apprenons donc que Edmond, par des circonstances extraordinaires, se retrouve à remplacer un autre sorcier tombé malade, place de la Bastille, qui officiait chez un marchand de vin. Un marchand de vin, on va dire de nos jours une taverne, un bistrot ou un restaurant. Edmond devait faire des prédictions prodigieuses pour que le journaliste écrive que Edmond était le dieu des oracles, le dieu des sciences occultes, et acquérir en peu de temps une grande popularité. Le journaliste commente également le caractère philanthropique d'Edmond en nous renseignant qu'il fait quelques consultations gratuites et d'autres à prix très doux. Le marchand de vin au carrefour de la Bastille, comme il l'appelle dans l'article,
fut donc le lieu des débuts d'Edmond. En ce temps-là, la Bastille était un quartier miséreux où vivaient les pauvres. L'endroit portait encore les stigmates de la Révolution française. Puis le destin lui est favorable en lui offrant l'opportunité exceptionnelle de prendre la place de sorcier à Mabille, lieu cosmopolite où il peut rencontrer toutes les couches sociales de la société parisienne. Mais qu'est-ce que Mabille ? Mabille est un bal extérieur qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes et il se situe près des Champs-Élysées. À l'époque, on recense Paris intramuros 400 balles environ. Mais Mabille est un lieu particulier. Il est d'abord très très bien décoré, esthétiquement très beau. Il est sécurisé. Les orchestres sont vraiment de très très grande qualité et on y va pour danser avec de grands professionnels. De plus, Mabille a inventé ce qu'on appelle le ticket unique d'entrée. Auparavant, ou dans d'autres lieux, chaque danse est payable. À Mabille, on paye l'entrée uniquement et on peut danser toutes les danses. Mabille est réputée pour accueillir toutes les dames de Lorette. Les dames de Lorette ou du quartier des Lorettes sont les dames que l'on paye. Alors évidemment, elles attirent du monde. Mais Mabille a une autre particularité, c'est que ce bal s'offre à toutes les classes sociales de la vie parisienne, y compris les aristocrates. Mais ils ont leur jour réservé, le samedi soir. Personne ne peut entrer à Mabille le samedi soir. C'est le jour où l'on croise les barons, les baronnes, les reines, les princes, les princesses, les comtes, les vicomtes, tous les aristocrates de Paris et une certaine haute bourgeoisie s'y retrouve. Et les autres jours, les bourgeois, les députés, les sénateurs, les artistes peintres, les poètes, enfin le tout Paris littéraire s'y retrouve également. Le film Les Mystères de Paris, tiré du roman d'Eugène Sue, réalisé en 1962 par André Hunebelle, s'ouvre sur le bal Mabille. Cette reconstitution nous fait directement plonger dans l'univers aristocratique dans lequel Edmond œuvre. En voici un court extrait. Mon cher Rodolphe, j'ai en ton nom lancé un défi au baron de Lansignac. J'ai soutenu que ton équipage était le plus rapide de la capitale. Et le baron prétend que ses chevaux sont imbattables. Eh bien, puisque nous devons tous finir la soirée chez Rodolphe, je vous propose de nous y rendre d'une manière originale et rapide. Pariez donc 500 louis pour celui de vous deux qui arrivera le premier à l'hôtel de Sambreuil. Qu'en dites-vous? Tenu? Oh, Rodolphe. Ce serait tellement amusant. Tenu. C'est donc auprès de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie que Edmond commence à se faire connaître. Cette notoriété lui donnera un peu d'argent, il pourra ainsi quitter sa chambre garnie, qui est une chambre d'hôtel, et louer un appartement rue Fontaine-Saint-Georges dans le quartier des Lorettes où il accueillera sa mère et sa sœur. Dans l'ouvrage Paris dansant de Jean Rousseau de 1861, il nous dit que
C'est à Mabille qu'a débuté ce sorcier distingué qui promet, paraît-il, de faire oublier Mademoiselle Lenormand. Le sorcier Edmond occupait un kiosque dressé au sommet d'une espèce d'éminence. Et vous le disait, la bonne aventure, au prix modeste de 40 sous, à l'aide d'une sorte de long tuyau acoustique en gutta-percha, dont un bout était placé dans l'oreille du client et l'autre dans la bouche du sorcier, un moyen ingénieux de ne pas être entendu de l'attroupement qui entourait toujours l'homme de la destinée. Le sorcier Edmond jouit d'un embonpoint invraisemblable, visage lunaire, cheveux longs et soyeux, et pas l'ombre de barbe. On dirait une femme de 40 ans énorme. Aujourd'hui, le sorcier Edmond a pour clientèle l'aristocratie. Ses prix ne sont plus accessibles aux curiosités de toutes les classes. Dans Paris aventureux de Manet, édité en 1860, voilà ce qu'il dit d'Edmond. Ce qui manque à Mabille, depuis qu'Edmond est devenu un grand seigneur, c'est un sorcier. On a succédé à Edmond, on ne l'a pas remplacé. Quant à lui, sa gloire comme cartomancien est immense. On a dit qu'il avait annoncé 1 an d'avance la fin tragique du prince Guica. Le mage Henri de Lage lui a consacré une page de son monde occulte. Les grands et les petits vont le consulter. J'ai vu des files d'équipage à sa porte et depuis qu'il est question de départ et de combat, on prétend qu'il gagne 500 francs par jour. À propos de la fin tragique du prince Grégoire V Guica, ou Gica, ça dépend de la prononciation, à qui Edmond a annoncé une fin tragique une année avant, ce prince s'est suicidé en 1857. En moins de 10 ans, Edmond a conquis le tout Paris. Tout le monde parle de lui, de ses détracteurs à ses plus fidèles fans, si je peux les appeler ainsi. On a retrouvé des articles qui parlent de lui dans Le Gaulois, Le Figaro, Le Petit Journal, La Semaine religieuse, Le Charivari, Le Courrier du Gard, Le Monde illustré. Les auteurs le citent dans leurs ouvrages, les occultes comme Henri de Lage en parlent, et même Eliphas Lévy dans son livre Histoire de la magie en 1859. Nous allons d'ailleurs revenir sur les propos d'Eliphas Lévy. En bref, Edmond ne laisse personne insensible. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on parle de lui. Edmond travaille donc de 54 à 56 au bal Mabille le soir, tout en recevant chez lui, rue Fontaine-Saint-Georges, la clientèle l'après-midi. En 1956, dans son livre À tout le monde, dans le chapitre À tous, il dit ceci: plein de foi dans l'avenir, depuis 5 ans, je me suis tenu à l'ombre, accomplissant mon œuvre dans le silence. Edmond, il considère donc qu'il a commencé sa carrière aux alentours des années 50-51 d'après cet ouvrage. Je n'ai pas trouvé pourquoi il quitte le bal Mabille, mais en tous les cas, c'est pendant ces 2 années ou 3 passées au bal Mabille qu'il se fait la réputation du meilleur sorcier du 19e siècle. Dans ce second volet, nous avons abordé les débuts d'Edmond comme sorcier chez un marchand de vin place de la Bastille. Nous avons également observé son ascension sociale et professionnelle fulgurante, passant d'un univers extrêmement modeste à celui de l'aristocratie, en à peine 3-4 ans.
j'exprime ma gratitude et mes remerciements à Christine Cuner, à l'association de sauvegarde des monuments de Pouilly-sur-Serein, à Nolwenn Piquant pour son mémoire de recherche muséologie présenté à l'école du Louvre, au MUSEM et à la BNF. Dans un troisième volet, nous continuerons notre plongée dans l'univers social et professionnel toujours plus croissant d'Edmond. Nous parlerons également d'argent, voire de fortune, et de politique et de voyance.